Hello. Coucou, Alors, ça va? qu'est-ce que c'est? Allô? Allez, Roman, tout va bien? Bonjour, toi. Oui, Madelinette. Ça va? Et toi? Oui, ça va. Non, comment ça va? Vraiment. Salut, moi c'est Romane et vous écoutez Comment ça va vraiment? Sur ce podcast, j'accueillerai des personnes comme vous et moi dont le désir est de partager dans un esprit bienveillant, détendu et décomplexé une partie de leur histoire. Ici, nous allons aborder des sujets autour de la santé mentale, des questionnements légers comme plus profonds, autour d'événements parfois traumatiques survenus récemment ou il y a longtemps. Car la parole délie, la parole libère, éveille et surtout la parole fait du bien. Alors comment toutes ces choses peuvent affecter notre santé mentale ou bien au contraire la rendre meilleure? Comment tirer un enseignement de toutes ces expériences? Ici, nous réapprendrons à mettre des mots sur nos émotions et nous oserons sans honte ni jugement de parler de nos insécurités pour embrasser un esprit plus apaisé. Bonjour! Eh ben bonjour. Merci beaucoup. Alors là, je tiens à dire qu'on est quand même très bien servi. Je pense que je vais revenir. C'est le propre de la maison. T'es pas assez venu jusque là. Petit café, Ouais. petite tarte Faites maison. faite maison. C'est une tarte à quoi? Mirabelle. Mirabelle. Merci. Bon, eh bien, te voilà Enfin. sur mon podcast. Merci beaucoup. La question que je pose à tous mes invités, dans un premier temps, c'est de se présenter. Ah, Déjà. déjà, en premier lieu. Ouais. D'accord. Je travaille dans le social et j'aime la vie. J'aime les rencontres, la nature, et encore les rencontres. Et, et voyager, lire, faire un peu de sport. Voilà. Merci beaucoup. Et la deuxième question que je pose, c'est comment ça va vraiment? Donc là, le principe, c'est pas de répondre ça va. Et ben, comme à peu près tout le monde, je pense qu'en réalité, ça va. Je suis un peu dans une période où je me pose plein de questions. Je suis dans le changement, mais pour le moment, il y a des choses que j'arrive plus ou moins à gérer et d'autres qui me conviennent bien. C'est chouette aussi de voir de nouvelles choses. Donc globalement, ça va vraiment bien. Et puis le reste, je creuse un peu, je cherche. Est-ce que ça a toujours été vraiment bien? Ça se dit? Ça a Oui. toujours été? Ça est toujours ça. Ah, bonne question. Ça a toujours... Si? Ça a toujours été? Bah, je crois que c'est comme ça qu'on dit, non? Oui, ça a toujours été. De quoi, non? Bah c'est le verbe avoir, logiquement. J'ai cru que tu me disais. Non. Ça n'a pas toujours été. Eh ben, Non, chose qui est vraie aussi, oui, ça n'a pas toujours été. Globalement, je suis quelqu'un quand même qui aime beaucoup la vie en général, qui est quand même une certaine joie de vivre aussi. Donc j'ai toujours, on va dire, fait en sorte que ça aille bien. Mm. Et globalement, ça allait. Mais il y avait des petites zones d'ombre avec des périodes un peu plus compliquées. Ouais. Où ça allait moins bien et on s'en rend pas toujours compte. Des fois, on s'en rend compte après coup quand on découvre un épanouissement qu'on n'avait jamais connu, en fait. C'est vrai, c'est complètement vrai. Et du coup, je m'en rendais pas nécessairement compte et ça allait. Malgré le fait que ça allait moins bien Ouais. que ce que j'ai pu connaître après. Ok. Voilà. Et c'était à des périodes de vie... Enfin, c'était quand? Moi, ça a été plutôt sur au-delà de il y a eu toute l'enfance où ça allait vraiment bien et je me posais pas de questions, mais il y a plein de petites choses qui faisaient que je pouvais douter de moi ou ça me renvoyait à des choses négatives sans nécessairement m'en rendre compte. Et puis après il y a eu toute une période où j'ai commencé à prendre conscience de mon histoire, de ce qui s'était passé, de ce qui m'était arrivé, des choses que j'avais complètement occultées. Et du coup, là, ça a été tout un travail de se dire, qu'est-ce que j'en fais? Est-ce que justement, je m'écroule?
chose qui n'était pas mon tempérament. Qu'est-ce que j'en fais? Est-ce que je l'accepte? Comment je l'accepte? Comment je vis avec? Comment je me construis avec ça en le sachant? Et en même temps, c'est une partie un peu essentielle pour se découvrir et justement réussir à travailler sur des choses qu'on comprenait pas pourquoi ça n'avançait pas en fait. Et donc ça n'a pas été évident comme moment, mais c'est passé. Et du coup, cette période où tu dis que ça n'allait pas, est-ce que tu fais référence qu'à ce truc-là, là, où il y a eu d'autres choses, il y a eu d'autres périodes dans ta vie où ça n'a pas été non plus? Non, globalement ça va. Il y a plein de périodes où je me questionne, où je vais aussi avoir un petit peu de mélancolie, on va dire. Mais je pense que peu importe, c'est propre à chacun en fait. Quand on va bien, on ressent quand même toutes les émotions et pas juste de la joie. Et sinon, ça n'irait pas aussi. Il faudrait se questionner, je pense. Donc non, vraiment, je pense que sinon, ça a été vraiment 2 périodes où c'était moins le cas. Et en même temps, voilà, ça dépend comment on décide de les percevoir. Parce que mon enfance, il y a des choses où, oui, je doutais plus de moi, mais en même temps, je me posais beaucoup moins de questions. J'étais moins dans l'analyse de moi-même. Et du coup, l'instant T, je te dis, j'avais reconnu rien d'autre. J'ai adoré mon enfance. J'ai vécu des choses géniales, quoi. Ouais. Et j'en garde un très bon souvenir. Voilà. Tu veux en parler de ça ou pas? De l'enfance? Ouais. Bah, on peut. Oui. Quelle enfance tu as eu? Quelle enfance j'ai eu? J'ai eu une enfance très entourée. Ouais, je dirais vraiment le mot, c'est très entourée, aimante, d'une famille sans... Après, c'est propre à chacun a ses degrés, mais je dirais sans trop de carences, où j'ai pu vraiment avoir accès à plein de choses, tant à une enfance à la campagne, entourée de ma famille vraiment élargie, qui était présente au quotidien, que vraiment à une ouverture où mes parents me laissaient faire des activités sportives, je changeais tous les ans. Enfin, ça se passait bien aussi à l'école. J'avais mon petit cercle d'amis et là-dessus, il n'y a jamais eu trop de soucis. Et après, voilà, il y a d'autres choses où je m'en rendais pas toujours compte, mais je m'en suis rendu compte après que ça m'avait peut-être un peu manqué. On n'était pas très démonstratifs dans ma famille. On a toujours été l'un là pour l'autre. Non, ça se dit pas. Vous étiez toujours là, les uns l'un pour l'autre. Ouais. Mais en démonstration affective à proprement parler, on se faisait un bisou le soir pour se dire bonne nuit et c'était tout, quoi. Et c'est des choses et d'ailleurs, même avec ma sœur, on l'a jamais fait. T'as qu'une sœur? Ouais. Ok. Une grande, une petite? Une grande sœur. Ok. Ouais. J'ai une grande sœur et même ça, on n'a jamais eu l'habitude de se dire bonjour ou de se faire la bise pour se dire bonne nuit ou quoi que ce soit. Donc ça a mis des années et je pense qu'il y a seulement maintenant, au bout de, du coup, 24 ans quasi, qu'on arrive, quand on se voit, à se faire la bise, quoi. Mais sinon, avant, même quand on a pu habiter chez nos parents, quand on se retrouvait, c'était pas naturel de se faire la bise. On était presque gênés. Ah ouais. Ouais. Et avec vos parents, pareil? Non, parce que avec mes parents, c'était toujours fait le bisou du matin et du soir. Mais c'est tout, quoi. Ok. Et encore, tu vois, j'ai pas le souvenir, ils venaient pas nous border ou quoi que ce soit. Et du coup, c'est vrai que ça, je me suis toujours perçue et je me suis un peu construit comme la fille forte qui avait pas besoin de ça et qui était quand même bien dans ses basques, etc. Et donc non, mes parents, c'était pas de la même manière, mais c'est vraiment quand je suis arrivée en études sup, enfin que je suis partie de chez eux et que j'ai rencontré d'autres personnes, que je me suis construit aussi un nouveau cercle amical, que en fait j'ai perçu des personnalités beaucoup plus ouvertes, beaucoup plus tactiles, et en fait ça m'a vraiment fait du bien. C'était un petit rayon de soleil et je me suis dit mais c'est vrai, jusqu'au là ça n'a pas été le cas en fait, et c'est vraiment chouette de rencontrer des personnes comme ça. Mais ça t'a pas fait bizarre, justement? Si, au début j'ai cru que c'était presque trop. Ouais. Ça dépendait de qui, mais notamment une personne où ça m'a vraiment fait bizarre.
Et j'ai l'impression que c'était surinterprété, que en fait, après, au fur et à mesure, en fait, plus j'ai été à l'aise, plus finalement, ça a été naturel aussi pour moi de donner et d'être aussi plus tactile avec ces personnes. Mais c'est-à-dire tactile avec quelqu'un que tu rencontres pas, ou tu vas juste lui prendre l'épaule en lui faisant la bise, ou même des amis où vraiment tu vas te retrouver, tu vas te prendre dans les bras. C'est pas des choses qui étaient naturelles pour moi avant, quoi. Ouais. Et c'est là où je me suis dit, mais en fait, ça fait du bien. Et tu ressens aussi c'est un peu aussi une décharge émotionnelle ou un transfert d'émotions, ce contact-là. Et du coup, je me suis rendu compte que ça m'aurait peut-être fait du bien aussi de l'avoir plus tôt. Ouais. Voilà, au cours de mon enfance. Mais voilà, sur l'instant T, ça m'a pas manqué, mais je le connaissais pas. C'est pour ça aussi. Et puis après, voilà, moi j'étais aussi un peu dans tout cet entourage, que ce soit à l'école ou même dans ma famille. J'étais très très entourée, et j'étais un peu en dehors de chaque groupe, c'est-à-dire que j'avais un regard extérieur malgré tout au groupe dont je pouvais faire partie. C'est-à-dire que chez ma tante, on était énormément d'enfants, elle faisait gîte pour enfants, famille d'accueil, j'avais tous les cousins qui étaient là, on pouvait être 10 gamins en même temps. Mais je faisais ni partie des plus grands, ni partie des plus petits, parce que il y avait le groupe des grandes filles qui s'arrêtait un peu à ma sœur. Et après, il y avait le groupe des petits qu'elles trouvaient mignons et qu'elles intégraient de temps en temps. Et moi, j'étais vraiment entre deux. Ok. Donc, j'étais bien intégrée. Enfin, je faisais quand même toujours plein de choses. Mais c'est vrai que parfois, je pouvais un peu me sentir un peu en marge. Et je pouvais avoir ce regard peut-être, je dirais quand même objectif, malgré le fait que j'étais jeune. Mais objectif sur le fait que je savais aussi, je comprenais pourquoi j'étais moins intégrée à tels endroits ou plus intégrée à l'inverse. Mais après, ce qui m'a permis, malgré tout, du coup, d'être aussi proche de mes petits cousins que des grands, en fait, qu'on pouvait côtoyer. Et à l'inverse, à l'école, j'avais pas mal d'amis, ça se passait bien. Et après, j'avais la chance quand même, heureusement mais ça a continué au lycée, au collège, malgré tout. En fait, c'était à la campagne, donc il y avait pas vraiment de popularité, mais il y en avait, mais à moindre échelle. Ouais. Et donc moi, j'étais bien intégrée, j'avais pas de soucis là-dessus. Et à contrario, je percevais vraiment ceux qui étaient mis de côté. Et du coup, j'étais aussi l'amie de ceux qui étaient mis de côté que tant la bonne amie des autres, quoi. Et après, mais ça a jamais trop posé question quand j'étais au primaire, pardon. Et arrivé au collège, c'est vrai que les enfants sont plus mauvais, je pense. Ouais. Et là, j'ai vraiment plus ressenti cette pression de choisir mon camp, en fait. Et chose que j'ai jamais clairement fait, mais qui s'est un peu fait quand même malgré moi. Mais quand tu parles de camp, tu parles de quoi exactement? Soit tu parles avec les populaires, si tu traînes trop avec, si t'extrapoles, mais si tu traînes trop avec ceux qui sont considérés cassos, en fait, tu peux plus parler aux autres, quoi. Ouais. T'es un peu renié. Et c'est vrai que moi, ça m'horripilait, et je voyais les bons côtés des personnes propres, en fait, au-delà de si elle était populaire ou de si elle était considérée pas populaire. Je retrouvais de l'intérêt à chacune, quoi. Donc bon, au final, ça s'est fait plutôt avec les amis que je pouvais avoir dans les classes. Et puis après, peu importe qui t'étais, quand on se croisait, on discutait un peu, on prenait le temps, quoi. Et puis voilà. Mais moi, j'ai commencé à vraiment m'épanouir. Je dirais, j'étais au lycée. J'ai commencé à envoyer bazarder toutes les questions d'identité et le regard des gens où je dis j'en ai vraiment rien à faire. Vous m'avez saoulée avec vos histoires au collège. Et là, vraiment, j'ai un peu essayé de rejeter peut-être plein de choses. C'était le moment où je m'habillais complètement en fripe. Ceci dit, j'aime toujours les fripes, mais je m'habillais à la garçonne. Je faisais des conneries. Mais c'était un bon moment. C'était quand même une belle année. Mais c'était un passage, parce qu'après, les années suivantes, au final, je me suis dit, ça manque un peu de légèreté, de non-prise de tête, mais c'était déjà plus moi, je percevais plus l'intérêt de faire des roulades dans le CDI. Tu vois, vraiment, on faisait ça, tu vois. Ah ouais, d'accord.
Et du coup, bon voilà. Et c'est aussi là où, par contre, j'ai perçu aussi la nuance, on va dire, de te dire, en fait, j'ai évolué. Et du coup, il y a aussi des relations qui me conviennent plus. Des personnes que j'ai beaucoup appréciées, que j'apprécie toujours aujourd'hui et que j'estime, mais juste, j'en suis plus au même point qu'eux. Et on n'a plus autant de points d'intérêt aujourd'hui. Et il faut accepter de s'éloigner et de perdre quelques relations. Et ça a été aussi une période assez compliquée pour moi de me dire, mais je m'en veux, en fait. Je peux pas les laisser alors qu'elles ont été si importantes pour moi. Et en même temps, c'était vide. Il y avait plus autant d'échanges. Mais c'est difficile, hein, je trouve, justement, de voir que t'évolues. Mais en fait, que les rencontres que t'as fait, parce que surtout que s'il y a bien un âge où on évolue quand même assez vite, c'est à cette période-là, tu vois, collège, lycée, et même après, je pense, mais en tout cas, c'est là où, en plus, t'évolues vite, mais c'est aussi la période où finalement, t'es tout le temps entouré socialement, parce que t'es au collège-lycée, donc du coup, t'as plein de, je mets des guillemets, amis, parce que, de connaissances, on va dire, enfin, t'es entouré, quoi. Et je veux dire, moi, ça m'est arrivé, ça arrivé à tout le monde, de toute façon, je pense, justement, de lier des amitiés avec quelqu'un, et au final, te rendre compte que, bah, en fait, t'es plus sur la même longueur d'onde, et puis mais en même temps, ces personnes, tu les apprécies quand même, parce qu'elles t'ont rien fait de mal. C'est juste qu'en fait, t'as plus les mêmes centres d'intérêt, et puis, ben, je sais pas, ta vie, elle évolue. Mais sauf qu'en plus, des fois, c'est pas forcément réciproque. C'est-à-dire que toi, tu vas ressentir ça, mais l'autre, elle est toujours attachée à toi, l'autre personne, et elle va pas comprendre pourquoi toi tu te détaches et pourquoi, parce qu'en plus, c'est délicat à dire à quelqu'un, bah, écoute, surtout à cet âge-là, je trouve, bah, je t'apprécie. Mais en fait, on partage plus rien. Enfin, moi, je sais que, honnêtement, j'ai, entre guillemets, laissé pourrir un peu des relations. Ouais. Parce que je savais pas comment le dire, en T'arrivais fait. plus à te détacher. Bah, non. T'arrivais plus à prendre ce pas de dire, bah, on peut vivre chacun de notre côté, quoi. Bah ouais. Et je pense que c'est une question de maturité. Et aussi, peut-être moi, je sais qu'avant, j'avais beaucoup de mal j'avais peur, en fait, d'être rejetée. J'avais une grosse peur de l'abandon, tu vois, par exemple. Et moi, j'avais peur de pas être aimée. Et j'avais ce truc-là, moi, je ne supportais pas ne pas être aimée, tu vois. Et du coup, j'avais du mal à affirmer la personne que j'étais, du coup, mes opinions, tu vois, plein de choses. Parce que j'avais peur qu'on me rejette. Tu vois? Bah, oui, je le vois bien, parce que moi, ça a été beaucoup ça. Mais, psychiquement, j'ai l'impression d'avoir beaucoup, mis les émotions et ma perception des choses dans des cases. C'est-à-dire que ça m'a jamais posé problème dans les amitiés que j'ai pu avoir. Mais par contre, dans les relations amoureuses, ça a toujours été le cas. Et déjà, adolescente ou même petite, enfin, c'est des choses où j'arrivais pas du tout à me projeter et à être naturelle. Dans tes relations amoureuses? Ouais. Mais après, enfin, tout dépend à quel degré tu le dis, mais tu vois, les premiers garçons qui t'attirent, pour qui tu commences à avoir de l'intérêt, bah, j'avais l'impression de plus du tout être moi-même face à cette personne quand on se parlait. Et du coup, ça me faisait flipper et hop, je me sauvais. Ouais. Et alors que, par contre, dans l'amitié, c'est quelque chose qui m'a jamais trop posé souci. J'ai réussi toujours à me sentir naturelle. Et pas avoir peur d'être qui je suis. Ouais, c'est bien. Mais parce que je pense que j'allais aussi vers des personnes vraiment authentiques et que je savais être authentique. Du coup, ça me permettait de me sentir relativement à l'aise. Et ça, c'était vraiment chouette. Mais je pense que oui, en effet, pour en revenir à ça, c'est vraiment, je pense, la période des premiers deuils, en fait. Deuil affectif, pas tant juste de relations amoureuses et de séparation, mais juste deuil émotionnel, quoi, même en élargissant les choses, parce que c'est le cas aussi dans l'amitié. Mais tu vois, c'est hyper intéressant qu'on parle de ça, en fait, parce que tu vois, je suis en train de réaliser, mais c'est marrant que je dise ça parce que j'ai moi-même créé le podcast pour ça, mais en fait, c'est un truc de dingue, parce que j'ai encore réalisé ça il y a quelques jours, en fait, où je suis un peu en plein dedans, et en fait, j'ai réalisé que j'avais beaucoup de mal à laisser partir les gens. Et enfin,
Ouais, et en fait, aujourd'hui, bon, je suis plus la petite fille du collège, etc. Donc maintenant, j'arrive à m'affirmer comme je suis, j'ai aucun problème là-dessus. Enfin, je nuance mes propos parce que ça dépend, voilà. Mais je veux dire, maintenant, enfin, je veux dire, je suis quand même différente et voilà, il y a pas de souci. Donc, dans le sens où, en fait, si ma personne ne convient pas, bah, c'est ciao. Enfin, en fait, il y a pas de souci, quoi. Moi, je vais pas, c'est bon, quoi. Mais, il y a des fois où t'as beau être toi-même et la personne t'a accepté pourtant pour qui tu étais, elle part quand même. Mais parce que elle a autre chose à partager. Bah oui, mais c'est pas toi le problème. Bah oui, mais du coup, c'est dur d'en arriver à, tu vois, à se dire, ben, c'est pas moi le problème. Je ne suis pas, voilà, on en a discuté en long, en large, en travers. Mais là, je parle vraiment que ce soit amitié, même professionnellement, tout ce que tu veux, hein. Mais et je sens que pour moi, tu vois, j'ai toujours besoin, si c'est vraiment des personnes que j'ai aimées, appréciées, qui ont compté pour moi et réciproquement, bah, j'ai du mal à accepter le fait que, même si des fois c'est moi qui suis partie. Oui, j'entends. J'ai besoin que ces personnes restent dans ma vie, mais même si on se parle plus et qu'on va se parler peut-être une fois tous les 4 ans, mais j'ai besoin qu'on se parle une fois tous les 4 ans. Oui, mais ça c'est pas grave. Ouais, mais des fois, tant que t'en fais le deuil et que tu acceptes que tu ne vas plus recevoir de l'autre, oui, et inversement, ce que tu n'es plus en capacité de lui donner, tu peux malgré tout, pour moi, garder ce petit clin d'œil de temps en temps, de dire, bah, on a compté l'un pour l'autre. Et voilà, aujourd'hui, je prends de tes nouvelles. Ouais. Et ça, pour moi, c'est hyper important. Et moi, je fonctionne beaucoup comme ça, justement. Maintenant, je l'accepte plus, mais je vois, il y a une personne qui a été super importante pour moi, qui a vraiment été mon meilleur ami d'enfance, et on a continué de se voir, on continue encore de se voir. Enfin, tout est relatif du coup, parce qu'on a beaucoup évolué. On a toujours été très différents malgré tout, mais on s'est quand même perdu. En fait, la vie fait qu'on s'est perdu. Et pour autant, je sais que si demain je lui dis, bah, je passe dans ta ville, on va se voir. Tu vois, on va peut-être s'écrire 2 messages par an, mais ils sont importants pour nous, ces 2 messages. Mais je sais que pour autant, ben, on n'aura plus forcément beaucoup plus à se donner, à part on est heureux que l'autre aille bien, de prendre des nouvelles, mais on n'a pas les mêmes passions, on n'a plus les mêmes délires, on va dire, et on n'en est pas non plus au même point dans nos vies, quoi. Tu vois, lui est encore en études, je suis dans la vie active, ça fait pas tout, mais ça fait plein de petites choses qui fait que on se retrouve plus à partager les mêmes choses. Mais ça n'empêche que c'est des personnes qui ont compté et qui comptent toujours un petit peu dans un coin du cœur. Ouais, si, c'est sûr. Donc, enfance heureuse. Donc, t'as une grande sœur. Niveau affection, niveau tout ça, c'était pas forcément évident au début. Pas démonstratif. Pas démonstratif. Et après, par la suite, finalement, c'est allé mieux, de par aussi les rencontres que t'as faites et que tu t'es rendu compte que tu pouvais aussi être démonstrative au final. Oui, carrément. Et que c'était pas que c'était normal. Enfin, je veux dire que. Enfin bref. Ok. Et donc, tes parents, ils sont toujours ensemble? Oui, ils sont toujours ensemble. Et eux, tu sais quelle enfance ils ont eu? Non, je saurais pas la décrire aussi bien que je peux décrire la mienne, mais en partie oui. Ma mère parle très peu de son enfance, nous a toujours très très peu parlé de son enfance, et je pense qu'elle a jamais aussi abordé certaines questions avec ses propres parents. Alors que moi, au fur et à mesure du temps, enfin la vie a fait que je suis allée vivre chez mes grands-parents justement, et aujourd'hui je suis assez proche d'eux et je me permets de questionner et tout. Et des fois, je pense que ça peut même presque blesser ma mère, mais c'est moi qui lui apprends des éléments de l'histoire du côté de ma maman. Ok. Mais parce que les gens sont taiseux, c'est aussi des générations qui le disent pas, et si tu vas pas chercher, si tu vas pas creuser, et voilà. Et je pense que oui, je pense que c'était aussi très 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 peu démonstratif du côté de chez ma maman. Ok. Même beaucoup moins que par chez nous, en fait, je pense. Mon grand-père va un peu charrier ma grand-mère, et dans ce sens-là, tu vois une forme de démonstration, mais au-delà de ça, ils se disent pas les choses, il y a pas forcément d'expression de sentiments. Ma grand-mère, c'est aussi quelqu'un qui
qui va subir les choses. Elle va faire parce que c'est son devoir. Mais après, c'est aussi les générations, quoi, qui ont été formées comme ça. On t'allait à l'école ménagère, t'apprenais à devenir une bonne femme. Une bonne épouse, plutôt, on va dire. Et son quotidien, c'était de s'inquiéter à ce qu'elle fasse tout bien. Et encore aujourd'hui, où mon grand-père n'est plus en activité, que ses enfants sont grands et qu'elle est grand-mère, son inquiétude, ça va vraiment être que si quelqu'un lui rend de la visite alors que c'est pas prévu, que chez elle ce soit rangé, que ce soit propre, qu'elle ait fait à manger à temps. Voilà, c'est vraiment des inquiétudes au quotidien. Et donc de par ça, je pense que ça prend beaucoup le dessus, et peut-être que ça s'est aggravé avec le temps et avec l'âge. Mais je pense que ça a aussi empêché de donner trop accès à d'autres sentiments, en fait, et à trop se livrer, parce que honnêtement, quand on est beaucoup stressé comme ça et qu'on n'a pas aussi, c'est pas une génération aussi qu'on a aidé à se poser des questions, à s'analyser, etc. Et je pense que du coup, pour eux, si t'étais déjà stressé à cette échelle-là, tu te questionnais pas, parce que je pense que ça a amené encore plus d'inquiétude. Et au contraire, du côté de mon grand-père, il y avait sans doute de l'inquiétude, mais qui se perçoit pas du tout. C'était vraiment la figure, encore une fois aussi de cette époque, de l'homme fort, de l'homme qui peut affronter les choses, et qui a le sens du travail et du devoir, et qui s'accomplit là vraiment dans ce sens-là. Et je pense que c'est le cas. Ça lui a permis de trouver un équilibre, mais je pense que c'est pas seulement anodin à cette génération, mais c'est aussi quelqu'un qui a pu faire la guerre d'Algérie. Et je pense qu'on revient avec beaucoup de traumatisme, et que du coup, rien n'est grave, en fait, à côté. Et le sens du travail par rapport à ce que tu as pu vivre à la guerre, t'es très satisfait, en fait, de l'avoir, et de donner toute ta vie dans le travail plutôt que dans la guerre. Enfin, la guerre qui peut être un travail, hein, ceci dit, mais je pense que du coup, il se satisfaisait vraiment de ce qu'il a pu retrouver en venant, et peu importe la rudesse de la chose, quoi. Et du coup, rien n'était grave à côté, allez hop, c'est reparti. Et je pense que c'est aussi un peu le discours qu'il pouvait peut-être avoir auprès de ses enfants quand ils étaient plus jeunes, quoi. Et vous êtes proche, vous, de vos parents? Pas... si, ça va. De mon père, pas mal. Et étrangement, avec ma maman, on se voit plus. On essaye de partager plus de temps, on s'appelle plus, mais on va peut-être moins justement rentrer dans ces questions profondes de la vie, et on va peut-être moins se livrer profondément l'une à l'autre. Mais parce qu'il y a de la pudeur, ou c'est parce que je sais pas, De la pudeur, et on n'a jamais vraiment appris à l'être, et c'est quelqu'un qui est comme ma grand-mère, et en soi, moi aussi je le suis un peu, c'est quelqu'un qui est beaucoup anxieuse, et qui du coup cherche pas tant à réfléchir parce que les réponses lui font peur. Moi, je peux être très facilement stressée aussi, mais on va dire que j'ai aussi le côté psychique qui va contrebalancer et me dire mais non, en fait. Non, t'as envie de faire ça, vas-y. D'avoir aussi une certaine analyse de moi-même, de me dire oui, je sais que t'es stressée, mais t'en as envie, donc tu prends le dessus et tu fais les choses. Et je me questionne aussi beaucoup. Et ça a été dur au début, notamment à la période dont on a parlé tout à l'heure. Ça fait peur de se questionner, parce qu'on se dit que ça va ouvrir la porte à pire, et qu'on va ouvrir peut-être des démons, etc. Mais au final, aujourd'hui, je pense que toutes ces questions, ça m'a aidé au contraire à vraiment me connaître et à être mieux avec moi-même. Et du coup, je suis friande, moi, de creuser un peu tout ça, que ce soit vraiment mon histoire propre, comme l'histoire familiale, comme l'histoire en général, qu'est-ce qui t'entoure, et qu'est-ce qui est en fait, qu'est-ce qu'il y a sous cette surface que tu peux voir, en fait. Et puis c'est ce qui nous construit, finalement, tout ce qu'on... Mais j'ai l'impression qu'il y a plus beaucoup de monde qui se pose la question. Oui. Non. Ouais, je sais pas. Enfin, je pense, je sais pas si
Je pense que c'est parce qu'il y a beaucoup de gens oui, à qui ça fait peur, en fait. Bah oui. Et parce que je pense qu'on n'est pas tous prêts, effectivement, à entendre tout ça. Enfin, tu vois, en se posant des questions, effectivement, ça va ouvrir des portes et ça fait flipper parce que ouais, tout le monde n'est pas prêt, hein. Enfin, C'est je veux ça. dire, à un moment donné, Mais après, je te dis ça, mais moi, je suis beaucoup dans le principe de travailler avec moi-même sur sur tous mes questionnements. Et je pense essayer le plus possible de pas me voiler la face envers moi-même et de vraiment être à même de creuser des questions. Mais pour autant, j'ai jamais réussi à faire le pas d'aller voir une psychologue. Et ça, oui, c'est quelque chose qui malgré tout me fait peur aussi à moi. Je dis pas le contraire, mais du moins je sais tout l'intérêt que ça peut avoir. Et après, on verra par la suite si j'y vais et que j'en ressens le besoin et voilà. Mais ça a été quoi le déclic pour toi? Enfin, est-ce qu'il y a eu un déclic qui a engendré ce moment où tu t'es posé toutes ces questions? Je pense que c'est aussi naturel malgré tout chez moi. Je me suis toujours au-delà en fait, même petite, je me souviens de plein de choses, des réflexions que je pouvais avoir alors que j'étais toute petite. Enfin, toute petite. Je sais pas quel âge j'avais, mais et j'ai toujours été dans la réflexion et dans cette vraiment de se questionner de qui je suis et de pourquoi je suis comme ça. Mais après, vraiment à travailler les choses les plus sensibles et puis juste les amener sous une forme de vérité, en fait, juste aussi les questionner. Ce n'est plus une évidence d'être comme ça parce que tant, oui, mais pourquoi ça me renvoie à quel sentiment? Sur quoi je peux m'appuyer? Quels sont les exemples que j'ai pu vivre qui ont influencé ça? Ce côté-là, ça a été quand même plus présent quand j'ai grandi, quand je suis partie de chez moi et que j'ai pu aussi avoir un peu cette expérience de me reconfronter à des choses que j'avais complètement refoulées, quoi. Mais sinon, c'est vrai que naturellement, je suis quand même quelqu'un qui petite était déjà dans l'affirmation de soi, de dire je sais pourquoi je suis comme ça. Et chose qui m'a aussi conduit malgré moi à me construire avec une certaine image de moi-même. Mais je pense que j'ai toujours su qui j'étais, bien qu'on est en perpétuelle évolution et que j'étais aussi comme ça parce que je me le disais, certes, mais je pense que j'étais assez clairvoyante, ouais, sur moi-même. Petite, je me disais, oui, bah, de toute façon, si je peux pas, en fait, j'étais la deuxième. On est 2 filles, mon père est agriculteur et moi je viens de la campagne et en fait, ça restait quand même les garçons qui reprenaient les fermes, les choses comme ça et je sais que en partie l'espoir de continuer cette ferme de père en fils, elle était un peu vouée à l'échec et du coup je m'étais dit que du coup forcément ça devait être un peu une déception pour mes parents d'avoir eu 2 filles, que j'étais un peu le dernier espoir et puis ma sœur on lui a toujours dit qu'elle était belle. Et qu'elle était intelligente et c'était vraiment des qualités qui lui étaient attribuées à elle, à sa personne. Et on m'a jamais vraiment dit le contraire. Mais on me qualifiait pas des mêmes attributs qu'elle. Et du coup, c'est vrai que d'office, je me suis dit bah moi je serais l'inverse. Si je peux pas être intelligente, si je peux pas être belle, et ben je serais pas un physique, je serais moi, je serais forte, je serais sportive, j'aurais de la logique. Du coup, je m'impliquais plus dans d'autres choses. J'aimais bien bricoler, comprendre comment les choses fonctionnaient. Je me souviens de super longues soirées où mon père m'expliquait le fonctionnement du système solaire avec des fruits et des fourchettes et il faisait tourner. Et je me passionnais pour comprendre le sens des choses qui nous entourent. Et voilà, et à partager d'autres choses mais à un moment donné aussi ça m'a amené à me questionner parce que à vouloir être cette personne forte capable de tout, bah tu te rends compte aussi de tes limites parce qu'arrive un moment non en fait oui tu l'es en partie mais tu ne pourras jamais
avoir la force d'un adulte, tu ne pourras jamais avoir la force d'un homme. C'est horrible ce que je vais dire, mais ça, j'ai eu beaucoup de temps à l'accepter parce que pour moi, je me suis toujours dit, mais non, c'est pas parce que je suis une femme que ça va m'handicaper dans la vie, ça va rien changer par rapport à mes rapports aussi avec les autres personnes, par rapport à ma force. Je peux être plus forte que certains hommes, et chose qui est le cas, mais en réalité, ça influe quand même sur ta personne et ça t'amène aussi à devoir considérer des choses d'une autre manière et de les prendre sous un autre angle. Et justement, tout ça, ça m'a aussi conduit jusqu'à mon orientation, de me dire, mais en fait, moi, il y a plus personne derrière moi. Même à l'échelle de mes cousins, je suis la plus jeune. Mes cousins ont des enfants qui ont quasi mon âge. Ah ouais. Et du coup, vraiment de me dire, en fait, non seulement je suis la dernière de la fratrie, mais mes cousins ont déjà fait leur vie, en effet, qui va reprendre. Et je sais que, au-delà du fait que ce soit quelque chose de familial et que quand t'es agriculteur, tu dévoues toute ta vie à ça, c'était aussi pas que un métier et pas que perpétuer quelque chose qui vient de ta famille. Pour mon père, c'était vraiment une passion. Enfin, c'est aussi vraiment une passion. Et c'était, je pense, très important pour lui de la transmettre. Et du coup, je me suis dit, en fait, je suis vraiment le dernier espoir. Donc, j'ai commencé à me questionner, à me renseigner pour faire des écoles dans l'agriculture, voilà. Puis en fait, il y est arrivé un moment où j'ai fait les moissons tout simplement. Et là, je me suis dit, mais faut arrêter en fait. Tu peux pas, t'aimes pas, juste t'aimes pas. C'est triste, faut l'accepter. Mais voilà, tu pourras pas répondre et c'est pas tant, je pense, les exigences de mon père, c'est les exigences que moi-même je me suis imposées. Bah oui. Parce que t'avais pas envie de décevoir. C'est ça. Et c'était aussi dans la construction de vraiment, du coup, je me suis un peu construite si je suis pas la fille, la jolie fille intelligente, qu'est-ce que je peux être? Et du coup, je me suis un peu transformée en, du coup, je serais le garçon inverse, tu vois, de tout ça. Et je regrette pas parce que dans un sens, ça m'a vraiment forgée et c'est un peu le côté, je pense que c'est un peu la force que j'ai en moi aujourd'hui. Ouais. Mais à la fois, ça m'a amené à vraiment à des moments de ma vie de me dire, et maintenant, en fait, juste ça te définit pas entièrement. Et maintenant, qu'est-ce que tu veux être au-delà de cette chose que t'as complètement stéréotypée enfant? En fait, tu redéconstruis un peu cette chose que t'as surconstruite enfant, et après, tu te réadaptes. Enfin, au fond de moi, j'ai toujours su, malgré tout, ce que je voulais faire comme métier. Chose que j'ai pu accomplir, mais en réalité, tu sais jamais vraiment parce que au final, je l'ai fait. Aujourd'hui, je l'exerce, ça me plaît. Mais il y a eu cette phase après mes études de ça y est, je suis diplômée. Et maintenant? Et maintenant, ma vie se résumera entièrement à ça. Et encore là, tu vois, je m'étais questionnée sur mon identité, sur qui je voulais être, de me dire, est-ce que je changerais pas dès maintenant? Est-ce que je me donnerais pas un nouveau but dans ma vie? Est-ce que j'explorerais pas autre chose de moi? Et je pense que ça arrivera un jour, mais j'avais pas encore fait le tour. C'est pas un diplôme qui te dit ça y est, t'as tout, tu l'es et tu peux passer à autre chose. Et je me suis dit, il faut aussi que j'exerce. Et j'ai pas donné plusieurs années d'études pour ne pas l'exercer, alors qu'en réalité ça me plaît aussi, hein. Donc voilà, maintenant je le vis, et c'est pour ça que au début, quand je me suis présentée, je disais aussi que j'étais un peu dans une période de changement, parce qu'au final, ce qui rejoint énormément de choses, en fait, c'est que j'ai toujours eu ce sentiment d'aventure, de vouloir découvrir plein de choses. Et donc, jeune diplômée, je me suis dit, je ferai des remplacements, je ferai plein de choses différentes, plein de structures différentes. Et en fait, on m'a un peu est venu à moi le projet de mes rêves professionnels, vraiment, qui conciliait aussi mes passions et qui j'étais et mes valeurs. Et du coup, je me suis lancée dedans en ayant peur de plus jamais en repartir. Et en fait, là, j'ai rencontré des gens géniaux. Et au bout d'un moment, le projet a eu un peu moins de sens pour moi, a un peu plus évolué vers quelque chose où je me retrouvais moins. Et justement, parce que ces personnes m'étaient chères et qu'on avait partagé des choses intenses, j'ai pas réussi à partir. Mais là, tu fais référence à quoi exactement? C'est vrai que je fais plein de parallèles, mais si on revient, tu vois, notamment au deuil des personnes que tu peux rencontrer, des relations, au final, dans ce travail-là,
j'en avais le sentiment que j'avais besoin de partir, mais j'arrivais plus à m'en détacher. Et en fait, je suis partie quand le service a fermé, mais aussi en fait quand tous les collègues que j'ai pu rencontrer, avec qui je m'entendais super bien et qu'on avait vraiment créé quelque chose, créé de belles relations. En fait, je suis partie après que eux tous soient partis un an, mais je suis partie la dernière justement. Ouais. J'ai pas réussi à partir avant. Et en même temps, aujourd'hui, ça m'a amené... ce service a fermé, ce qui m'a aidé un peu à passer le pas. Et aujourd'hui, voilà, je suis dans un nouveau travail, dans un nouveau service, et c'est vraiment chouette. Donc c'est très cool. C'est une nouvelle aventure. Mais encore là, c'est l'opportunité de se ressaisir, de se questionner sur qui on est, qu'est-ce qu'on veut être, qu'est-ce qu'on veut faire. Et qu'est-ce qui nous importe dans le travail, en fait. Mais à un moment donné, tu parlais justement que que par rapport à, en l'occurrence, ta sœur, qu'on disait qu'elle était belle, et que toi, du coup, t'avais envie d'être, si toi, tu pouvais pas être cette personne-là, du coup, tu disais, je serais quelqu'un d'autre, enfin, voilà. Et après, à un moment donné, tu as dit que tu t'es, finalement, il a fallu déconstruire un peu ce truc-là pour finalement savoir qui t'étais vraiment. Ouais. Et c'était à quel moment, ça? Enfin, est-ce qu'il y a eu un moment où tu t'es dit, bon, là, en fait, je crois que je sais plus trop qui je suis? Non, parce qu'en partie, ça faisait quand même partie de moi. Enfin, vraiment, je m'étais construite comme ça, et c'était vraiment une part entière de moi. Ouais. Non. Si on peut dire ça comme oui. ça. Et en fait, non, ça s'est fait naturellement, dans le sens où, en fait, en grandissant, même si je recherchais pas à être exactement comme les autres, parce que je percevais ce qui me plaisait ou ce qui me plaisait pas vers chacun, je pense notamment au collège où t'as quand même envie de partager la même adolescence. En tant que fille, t'as aussi envie d'être jolie et qu'on te le dise, de te sentir de te sentir un petit peu désirée. Et puis donc là, j'ai commencé à vouloir faire un peu plus attention à moi, physiquement, de chercher aussi à être jolie, mais à ma façon. Tu vois, là, j'ai pas cherché forcément à être comme les autres, mais même dans la mode et tout, j'étais toujours un peu décalée, mais j'avais chose qui m'importait vraiment peu avant, mais je commençais à avoir envie de me sentir jolie. Chose que avant j'y ai pas accordé d'intérêt. Et tu vois, ça a commencé avec ça. Et puis est-ce que quand on te disait que t'étais belle, parce qu'on te l'a forcément dit. Oui. Mais ça te faisait du bien ou tu t'en fichais? Enfin, tu étais là en mode, oh, merci, mais enfin. J'ai jamais su accepter les. T'as jamais. Accepter, c'est pas le bon mot, mais j'ai jamais su quoi faire des compliments. Et du coup, oui, au fond, ça me faisait plaisir, et oui, ça me faisait plaisir, mais je savais pas quoi en dire et j'en faisais rien. Donc, ça présentait un peu une indifférence. C'était un peu l'indifférence, mais au fond, ça me rassurait en quelque sorte. Mais oui, ça a commencé par ça, et puis après, oui, cette personnalité un peu féminine, elle a un peu plus apparu au-delà de vouloir se sentir jolie, ou après aussi dans les relations, quand mais ça arrivait bien plus tard, quand tu vois, quand t'arrives à la ville, parce que du coup moi je venais vraiment de la campagne, mais mon lycée c'était quand même une toute petite ville. Donc quand tu rencontres des personnes multiples qui sont vraiment chouettes et qui t'offrent une ouverture sur le monde, et que tu te rends compte qu'ils peuvent être plus tactiles, plus machin. C'est une part de douceur que j'avais pas trop naturellement, mais qui est venue tout doucement s'instaurer en moi. Et pareil, de par mon métier, quand j'ai eu l'occasion de m'occuper d'enfants, j'ai toujours apprécié les enfants, pu m'en occuper, etc. Mais là, vraiment dans le quotidien d'un collectif, et où on vivait un peu avec eux, je me suis rendu compte, et là je me suis vraiment surprise d'un côté maternant, chose que moi j'ai jamais eu petite, et en fait je pensais pas du coup
pouvoir autant être expressive et pouvoir donner autant parce que je l'avais pas vécu. En fait, au contraire, je pense que je suis tout l'inverse et je me suis beaucoup surprise là-dedans. Donc là encore, je me suis redécouvert, mais voilà, je suis très maternante, très très tactile, très expressive et il faut parler des choses et on va prendre un temps pour discuter, viens, t'as besoin d'un câlin, viens. et voilà, et chose qu'avant, j'étais un peu plus terre à terre et rentre dedans. Et je me suis rendu compte que ça faisait du bien de juste se poser, accepter les choses autrement et amener un peu de douceur. Au début, ça a pas été, enfin c'est venu naturellement, mais ça a pris du temps parce que voilà, je m'étais tellement construite comme ce qu'on a pu dire avant que ça me faisait du bien de le ressentir, mais je ne l'étais pas pour autant. J'étais pas de cette manière-là, même si cette manière m'apportait quand quelqu'un l'était à mon égard. Mais puis au fur et à mesure, voilà. Je pense que je suis un peu plus douce maintenant. Est-ce que tu penses que t'as pas, du coup, est-ce que t'as l'impression que t'as pas reçu le même amour que de tes parents, que ta sœur et toi? Est-ce que t'as l'impression que vous avez vraiment reçu la même chose en termes d'affection, d'éducation, tu sais, des fois, il y a des frères et sœurs qui peuvent se sentir jaloux de l'autre parce que t'as l'impression que le papa ou la maman, il est plus proche de l'autre, enfin, tu vois. Moi, je pense qu'en termes factuels de ce qu'on a pu recevoir, on a eu la même éducation, les mêmes valeurs, le même amour. Mais moi, je me suis quand même sentie lésée par rapport à l'expression de chacun. Ils nous attribuaient pas la même chose. Et du coup, on me renvoyait que ce que elle était et ce qui est, par exemple, belle, intelligente, c'était inaccessible pour moi. Mais du coup, c'est dû à quoi, ça, tu penses? En fait, c'est tout bête, mais en réalité, j'ai jamais été mauvaise élève. Mais ma sœur était très bonne élève. Et par exemple, elle avait eu le brevet mention très bien, peut-être le bac aussi mention très bien. Et moi, je sais que j'essayais de faire au moins pareil. Et mes parents mais avant même que je verbalise le fait de vouloir faire aussi bien, on me disait mais c'est pas grave si tu fais pas aussi bien. Tu sais, on n'est pas tous pareils, t'as moins de facilité. Et ça, c'est des choses qu'on m'a beaucoup dites. Et du coup, plus on me le disait, plus je me disais mais en fait, faut que je leur prouve le contraire. Et du coup, d'un côté, j'essayais vraiment d'avoir une autre identité et de me détacher de ça, et en même temps j'essayais de leur prouver qu'ils avaient tort et que je pouvais être aussi intelligente. J'ai réussi à avoir mon brevet mention très bien, le bac mention bien, mais bon. Et au final c'était un peu du coup le truc de se dire vous voyez, en fait j'ai quand même réussi et je peux aussi être intelligente, ou voilà. Enfin, c'est intelligente, ça se limite pas à l'école. Mais en tant qu'enfant, c'était vraiment ce qui m'était renvoyé. Et en fait, je pense qu'en plus, du coup, ça m'a beaucoup appris à vouloir avoir ma propre identité et pas me fier à quelqu'un d'autre. Donc ça, franchement, c'est quelque chose de super important pour moi encore aujourd'hui, d'exister en tant que moi-même, en tant qu'être humain dans son unicité en fait, et pas dans un groupe et dans un collectif. Et ce qui fait que je me sens assez indépendante, et ce qui est hyper intéressant, enfin important du moins pour moi. Et en même temps, durant l'enfance, tu vois, je pense que à être trop partie là-dedans, quitte à extrapoler peut-être un peu, ou peut-être que j'extrapolais pas et que c'était juste moi à l'instant présent. Mais tu vois, j'étais hyper bourrin. Je parlais fort, mais peut-être qu'inconsciemment c'est parce que j'avais envie d'occuper l'espace et qu'on me regarde, tu vois. J'étais bourrin dans ce que je faisais, etc. Et on me disait tout le temps, par exemple, t'es maladroite ou tu peux pas garder un secret. Et du coup, au-delà de ce qu'on a pu nous inculquer, on a vraiment reçu la même chose, et je pense qu'on était aimés à la même échelle par rapport à nos parents. Mais il y a vraiment eu cette différence de me dire on me considère, c'est pas on m'aime moins, c'est pas on m'inculque moins de choses, on m'inculquait pareil, mais on me considérait moins qu'elle. Enfin, du moins c'est le sentiment que j'en avais. Et même à l'espace élargi, enfin sur la sphère élargie de la famille, c'était exactement ça. C'est que bon, j'imagine dans toute famille, c'est un peu le cas, mais on a quand même des fortes personnalités dans la famille. Et du coup,
ma sœur qui était plutôt plus douce, plus plus calme, etc. Ça passait super bien. Elle arrivait à avoir le bon mot. Du coup, personne se fâchait. Et que moi, j'étais toujours, bah oui, mais pourquoi tu penses ça? Moi, je te dis que je suis pas d'accord avec toi, etc. Et je rentrais un peu dans les gens. Chose que j'adore toujours faire aujourd'hui parce que du coup, tu questionnes le pourquoi du comment. Et ça, j'adore. Mais ce qui m'a amené à finalement avoir des relations un peu plus tendues, même petites, dans la sphère élargie de ma famille. Et c'est vrai que on me comparait, en fait, à une forte tête de la famille et on m'appelait par son prénom constamment et je savais que ça avait un peu une connotation négative et du coup tu vois, pas seulement à l'échelle de mes parents mais aussi à l'échelle de la famille élargie, je savais que cette considération elle était plus accordée aussi à ma sœur qu'à moi, enfin, et que j'en avais le sentiment du moins. Après ça m'a aussi un peu permis de m'épanouir quand je suis plus allée du côté du côté de la famille de ma mère, qui sont beaucoup moins dans le dialogue, donc ça me ressemble moins à la fois. Mais en fait, ils habitent plus loin et du coup, on a eu moins de liens en fait, enfants. Enfin, on les connaissait, hein, y a pas de souci, mais on avait moins de liens et du coup, dans la famille du côté de mon père, avec qui on habitait tous dans le même village, on se voyait constamment et c'est là où vraiment on était entourés et où il y avait aussi cette différence entre ma sœur et moi. Quand plus tard je suis allée vivre chez mes grands-parents maternels, du coup on a pu créer vraiment une relation dans laquelle il y avait pas de comparaison en fait, il y avait que moi et eux et du coup on a un lien assez fort qui n'a jamais été construit avec le côté de ma sœur et ça du coup ça m'a un peu permis de me dire bah voilà, on a chacun un peu sa sphère de famille avec qui on se sent plus proche. Ah, c'est marrant quand même. Mmh. Et à l'inverse, justement, quand tu dis est-ce que tu es proche de tes parents, je pense que ma sœur, en termes général, est plus proche de mes parents. Tu vois, pareil, question de confiance, petite, enfin surtout adolescente, adolescence ou même petite, les deux fonctionnent. On me faisait pas confiance, mais vraiment pas, tant en termes de secret, quand il allait se passer un anniversaire surprise, on voulait pas me le dire. Et ma sœur était dans la confidence, ou tant en termes de soirée. Après, quand j'ai commencé à vouloir sortir, j'avais pas le droit de sortir. Alors que ma sœur, la question, elle s'était pas posée quand elle avait eu mon âge. Et du coup, ma sœur avait conscience malgré tout ça. Et du coup, c'est elle qui essayait de faire un peu la transition entre mes parents et moi. Elle a essayé de les convaincre pour me laisser sortir, etc. Donc d'office, elle a eu un rôle assez important, on va dire, et m'a permis de plein de choses et on s'est beaucoup confié l'une à l'autre. Et en même temps, du coup, je me dis, elle était d'office plus proche de mes parents que moi. Mais aujourd'hui, vu que moi je questionne plus, j'ai un tempérament malgré tout à plus questionner qu'elle, je me rends compte que j'ai des conversations avec mon père qui lui aussi peut être là-dedans à certains moments, dans la question de la réflexion sur tout le sens de la vie. Et du coup, oui, j'ai des conversations avec lui rarement, mais ça nous arrive assez profondes et c'est des choses qu'elle a pas l'occasion de partager avec lui. Et je pense qu'elle n'a pas non plus envie de les partager avec lui parce qu'on se dit vraiment ce qu'on pense et que des fois ça peut faire mal quand il idéalise les relations. Et donc je pense qu'elle est pas à même de l'entendre parce que oui, je pense qu'elle a très vite elle a peut-être été dans un plus gros confort que moi, mais qui peut-être qu'aujourd'hui au contraire, je pense que elle est plus dans l'inconfort que moi, ou elle est dans un confort illusoire, ouais, peut-être. Ouais. Mais elle questionne moins profondément les choses. Ok. Du coup, elle idéalise aussi par exemple la relation de mes parents. Mais après voilà, je pense que ça vient aussi de moi-même parce que ce côté tu seras forte, tu vas faire plein de choses et tout. Et ben au final, je me suis aussi beaucoup construite comme ça en me disant bah c'est moi qui suis forte du coup.
Et vu que c'était moi qui étais forte, c'est moi qui dois protéger les autres. Et j'ai gardé beaucoup de choses pour moi. Et il y a aussi des choses où je la sentais pas capable de pouvoir le gérer. Donc peut-être qu'en soi, je me trompe et qu'elle serait en capacité d'entendre ce genre de conversation. Mais en tout cas, chose qui m'a vraiment fait rendre compte de ça. Je le savais au fond de moi, mais je pensais en avoir la capacité de gérer pour eux et de les protéger en général. Ouais. Et ça a vraiment été le décès de ma grand-mère, du côté de mon papa, du coup. Où en fait, quand elle est décédée, moi, je venais de revenir à la ville, chez moi, et ma sœur était encore chez mes parents ce week-end-là, et en fait, c'est ma sœur qui l'a retrouvée décédée. Et au-delà de la tristesse que j'ai reçue, que j'ai ressentie par rapport à cet événement, j'ai vraiment ressenti beaucoup de culpabilité ou de colère, en fait, que ce soit elle, et dans ma tête, ça aurait vraiment dû être moi. Qui aurait dû la voir. Ouais. Qui aurait dû la trouver, qui aurait dû gérer ça. Et pour moi, c'était trop dur pour que eux l'affrontent, mais quitte à pas me poser la question si moi j'étais capable au final de l'affronter. Ok. Et c'est là où je me suis vraiment rendu compte que ma réflexion de les protéger, elle est quand même loin. Ouais. Et parce qu'en soi, que ce soit toi ou ta sœur qui la découvre, au final, ça change pas grand-chose. Les faits. Dans le fait, non. Mais dans le traumatisme, tu vois, pour moi, vraiment, c'est quelque chose que dans ma tête, j'allais pouvoir gérer et que j'avais peur que eux n'arrivent pas à gérer. Ouais, que ce soit vraiment un traumatisme pour eux. Ouais, c'est marrant parce que tu vois, tu as énormément d'empathie. Et justement, tu avais pas envie que ce soit eux qui finalement subissent ce traumatisme. T'aurais préféré que ce soit toi qui l'ait, alors que eux, à tes dires, ne t'ont pas au final vraiment soutenu. Enfin, je veux dire, ils t'ont quand même pas. Enfin, moi, de ce que tu me dis avant, il y en avait quand même plus pour ta sœur que pour toi. Non, mais c'est moi qui ressentais les choses de cette manière aussi. Tu le ressens aussi, c'est que quelque part, tu vois, on ressent pas les choses, je trouve, par hasard. Oui, mais à l'inverse, d'autres choses ont été sûrement envoyées à ma sœur que, de toute façon, elle aura peut-être pas, tu vois, physiquement. Oui, t'es moins forte physiquement. Ouais. Tu vois, c'est peut-être quelque chose qu'elle a ressenti à l'inverse. Et justement, d'ailleurs, on en avait parlé suite à ça. J'avais pu le dire à ma sœur de voilà, ce sentiment que j'avais ressenti à ce moment-là. Et elle, justement, sa réponse, c'était de me dire, que elle, c'était le sentiment inverse, que justement, elle se sentait faible. Et c'est peut-être ce qui lui a été renvoyé, aussi pendant l'enfance, tu vois, que du coup elle était intelligente et jolie et ça s'arrêtait là, et que moi j'étais la force, tu vois, c'est pas déconnant non plus. Oui. Et justement, elle me disait mais que au contraire pour elle, ça n'a pas été facile du tout, mais que dans un sens elle s'est dit c'est un obstacle de la vie, et aujourd'hui je vis avec, et je sais que j'ai pu m'en sortir alors que j'en doutais. Et donc, dans un sens, ça l'a aidée aussi, parce qu'elle était pas sûre d'y arriver. Et aujourd'hui, elle se dit, j'ai réussi. Mais t'as quel rapport avec ta sœur? Du coup, t'avais quel rapport et t'as quel rapport maintenant? En fait, avec ma sœur, on a toujours été proches sans forcément se dire trop les choses. Petite, on s'entendait bien, on faisait tout le temps plein de choses ensemble, mais pas trop jouer toute seule. Il y a que quand du coup on était vraiment chez ma tante, ce qui arrivait ceci dit très souvent, et que là il y avait un peu les groupes des plus grands et des plus jeunes, elle était avec les plus grands, mais sinon on faisait tout ensemble. Et puis après, quand elle a été ado, elle a commencé à un peu plus me refouler parce que moi j'étais pas encore ado, mais voilà. Et puis mais malgré tout il y avait un peu cette veille de je suis là, quoi, si jamais t'as un problème, notamment quand je suis arrivée au collège, si jamais t'as un problème, je suis là, mais sinon tu fais genre on n'est pas sœurs. Ouais. C'était un peu ça. Et puis après, quand moi je suis arrivée au lycée, elle est partie faire ses études sup, et à partir de ce moment-là, on a commencé à être vraiment plus proches, à avoir chacune nos espaces, et du coup, vu qu'on partageait plus les choses à l'instant T, puisqu'on n'était plus au même endroit,
on s'appelait beaucoup et là on échangeait et moi j'analysais un peu ce qu'elle me racontait, ses questions sur la vie future, enfin voilà. Et donc ouais, on s'appelait très souvent et on se parlait de notre de notre vie en général et oui, on était très proches et assez confidentes l'une de l'autre. Et puis un événement pas trop non plus pas trop comment dire qui n'est pas moindre, si je puis dire. Euh, c'est que après en fait quand j'ai grandi et que je me suis retrouvée à cette phase de me rendre compte en fait de certaines choses que j'avais complètement occultées de mon enfance, je me suis rendu compte en fait que petite j'ai vécu des attouchements et en fait j'avais un gros doute de là où ça pouvait venir, de qui ça pouvait venir, mais je pense que je le savais quand même. Et plus le temps passait, en fait aussi, plus je me rendais compte que peut que c'était aussi moi qui refoulais tout ce côté tactile du côté de ma famille. Je supportais pas je supportais pas les câlins. Je suis pas sûre qu'il m'en ait donné beaucoup plus jeune, mais c'est vrai que ma mère nous voyant partir de la maison, c'était dur pour elle et elle a commencé aussi à être plus à essayer d'être plus démonstrative et de combler un peu comme ça et c'est vrai que je pouvais pas, je supportais pas ce contact physique. Et donc ça me questionnait, etc. Et puis en fait, au bout d'un moment, ça les a questionnés aussi. Ils m'en ont pas directement parlé. Et en fait, j'ai un peu eu ma réponse, quoi. Et le fait est que en fait, ça venait de ma sœur. Et comment comment tu l'as su? Enfin, comment c'est arrivé? Enfin... En fait, moi j'ai toujours eu des flashs des flashs d'un événement particulier de mon enfance, du coup, qui était ça. Mais sans forcément que ce soit clair. Et je savais pas vraiment de quoi ça ressortait, mais au moment où je sentais profondément qu'il y avait un truc de ce côté-là qui allait pas chez moi, parce qu'en fait, c'est apparu quand j'ai eu mes premiers rapports, que j'ai senti que ça allait pas, que j'arrivais pas à lâcher prise quand j'étais quand je rencontrais quelqu'un, etc. Et aussi vraiment ce sentiment il y avait des contacts physiques que je pouvais plus, je pouvais pas, c'était trop dur pour moi. Dormir à côté de quelqu'un, pareil, je pouvais pas. Et je me rendais bien compte qu'il y avait quelque chose qui allait pas. Et plus j'étais lucide là-dessus et je me disais, il y a un truc, plus j'avais ce flash de cet événement où je voyais pas vraiment ce qui se passait, mais voilà. Et en fait, du coup, je savais que dans l'événement, en fait, c'est ma mère qui a surpris et qui nous a engueulés en disant que ça se faisait pas. Ah ouais. Et je pense que c'est peut-être pour ça que ça a été très dur avec ma mère et que peut-être que inconsciemment je me disais qu'elle a pas fait son rôle de mère. Peut-être que c'est dans ce sens-là. Donc du coup, ta mère, elle l'imagine. J'en sais rien. Je lui ai jamais posé la question. Peut-être qu'elle a banalisé les choses, je sais pas exactement. Parce que je sais pas, j'étais petite. J'étais vraiment petite. Donc je sais pas exactement, vraiment, l'acte en lui-même, tu vois. Donc et puis ma mère, c'est aussi un âge où tu cherches aussi à découvrir ton propre corps. Donc ça n'avait peut-être pas du tout la même connotation pour ma mère. Elle s'est peut-être dit oui c'est pas grave, elle se découvre, j'aurais dit que c'était pas bien et puis elles le refont plus et oui, et moi d'ailleurs c'était un élément comment on dit, isolé en fait. Et en fait, je l'ai vraiment su quand
quand du coup ça les a questionnées plus tard quand j'étais adulte et qu'elles ont ressenti mon mal-être, que je pouvais pas être tactile du tout avec elles. Et parce que ces attouchements, ça arrivait plusieurs fois? Non, une seule fois, je pense. Ok. Et en fait, ma sœur m'a posé la question en me disant, on en a parlé avec maman, elle se questionne. Est-ce que ça va? Est-ce que t'as pas vécu des choses? Et en fait, j'ai pas su lui répondre, je suis partie et après c'est elle qui est revenue vers moi en pleurs et en me disant, tu sais, moi j'ai vécu des choses aussi et je sais pas dans quelle mesure c'est normal ou pas. Et je me souviens que je le faisais avec d'autres, mais j'espère que c'est pas moi qui en était auteur auprès des autres, mais c'est un jeu que enfant on m'a montré et que je faisais aussi avec d'autres enfants que ceux qui m'ont montré. Et en fait, et après s'en est suivi un long exercice de résilience parce que je me suis dit mais en fait c'est hyper malsain finalement d'être proche de sa sœur. Enfin, je me suis dit comment je peux me sentir proche de ma sœur? Comment on peut être aussi proche alors que c'est à la fois à la fois la personne qui m'a rendue victime dans un sens, tu vois. Donc ça a été très dur et après j'ai appris à être résiliente envers elle, envers moi-même, à dépasser aussi parce que du coup ça impacte directement l'image que t'as de toi, de te sentir un peu salie. Puis je pense aussi, je te coupe, mais quand ça t'arrive et que t'es petite, je veux dire, on n'a pas le même recul qu'aujourd'hui. Donc Exactement. du coup, on a du mal aussi à mettre des mots. On a du mal à se dire est-ce que c'est normal, c'est pas normal. Exactement. Et puis en plus, encore plus, je pense quand ça vient d'un membre de ta famille. C'est d'ailleurs pour ça que c'est malheureux aujourd'hui parce que justement, quand ça t'arrive et que c'est un membre de ta famille, t'as plus tendance à le banaliser en te disant si c'est un membre de ma famille qui me fait ça, il m'aime. Donc c'est normal. Enfin, tu sais, dans le raccourci que tu te fais. Moi, j'ai pas du tout fait ce raccourci-là. Vraiment, dans ma tête, j'ai switché. Ça n'existait pas, en fait. Ouais. C'est vraiment revenu par flash après coup. Et en fait, je sais pas, au fond de moi, des fois, je me sentais quand même pas normale, même pendant l'adolescence et tout. J'avais vraiment des fois ce sentiment de me dire, je suis pas normale. Et j'avais l'impression que ma sœur non plus n'était pas normale, tu vois, dans ma tête. C'est un peu étrange, c'était juste des sensations, j'avais aucun élément, mais des fois juste, je me disais, je suis pas normale. Ouais. Et j'avais l'impression que vraiment elle partageait ça. Et quand on en a parlé, en fait, et que là, elle m'a dit, tu sais, j'ai vécu des choses et j'espère que je les ai pas reproduites. Je pense que... Donc, en fait, elle t'a dit aussi qu'elle a été victime. Oui, mais en fait, de toute façon, c'est pas étonnant. Parce que à quel moment elle l'aurait fait, enfin en tant qu'enfant, si tu l'as jamais vécu, en fait tu reproduis enfant ce que tu vois ou ce qu'on te fait. Ouais. Tu normalises pas des choses comme ça et tu fais pas des choses comme ça tout simplement. Et en fait justement, mais en fait ce qui m'a été aussi, je pense, dans la résilience, c'est que tout n'est pas bon à jeter et cette ce traumatisme, on va dire. Il est aussi induit par les plus belles choses qui me sont arrivées enfant. C'est-à-dire que en fait, mon enfance joyeuse, bien entourée, où on était 15 gamins et qu'on jouait tous ensemble, en fait, c'est concrètement c'est parmi ces enfants qui étaient présents, qui eux avaient vécu des traumatismes dans leur famille, c'est pour ça qu'ils s'étaient placés ou voilà et en fait, c'est ces enfants-là. C'en est une en particulier qui a reproduit ça sur ma sœur, en fait, en l'amenant comme un jeu. Et après coup, je pense que voilà, ma sœur s'est dit, si c'est un jeu, je vais tester de jouer ailleurs. Mais en tant qu'enfant de, je sais pas quel âge on avait, mais on était super jeunes, quoi. Ouais, on avait, je sais pas. Je pense que je devais avoir vers les 5 ans, tu vois, max. Grand max, je pense. Mais bon, ça t'a marqué quand même. Après coup, tu vois. Ouais. Et à la fois, je me dis, mais dans cette enfance, qu'est-ce qui a acheté? Parce que à l'inverse, ces enfants-là, ils étaient là et peut-être que si tu sais tout, et je pense que je le dirai jamais, tu vois, par contre, à ma tante qui faisait ce métier-là ou à mes parents, parce que ce serait trop dur.
enfin, l'image que c'est pas juste de dire, OK, je suis victime et de le verbaliser, ça, c'est une chose qui est déjà pas facile. Mais de leur dire que ça vient de leur autre fille. Bah oui. Mais moi, je me sens pas. Et en fait, encore, ça aurait été un bourreau qui, je sais, n'est pas quelqu'un de bien aujourd'hui. Peut-être que t'arrives à passer le pas. Oui. Mais en fait, ça a été un élément isolé. Elle comprenait pas ce qu'elle faisait. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai réussi à lui pardonner. Et moi, tu vois, justement, quand on a eu cette discussion et qu'elle me l'a pas proprement parlé, je pense qu'elle s'en souvient pas, qu'elle veut pas se le reconnaître à elle-même, ce qui est arrivé, mais elle a sous-entendu que elle espérait que ce soit pas le cas. Donc je pense qu'elle le sait quand même au fond d'elle. Et moi je sais que mon réflexe a été de lui dire, tu sais, peu importe, mais si un jour, si c'est le cas, mais dans ma tête du coup c'était la dernière pièce du puzzle qui me manquait pour me dire oui j'en avais le pressentiment et c'est le cas. Mais je me souviens que je lui ai dit mais tu sais c'est pas grave. Et même si on sait pas, et même si c'est le cas, et c'est toi, je t'en veux pas. Et voilà, on était enfants, on savait pas ce qu'on faisait. Et c'est tout. Et pareil, en fait. Et là, à ce moment-là, je me souviens aussi parce que pour en arriver là, ça faisait déjà un certain moment que je travaillais sur le fait de qu'est-ce que je fais de toutes ces pensées, du fait que je me sente pas normale. Donc je pense que ça faisait déjà quand même... ça faisait au moins 2 ans, tu vois, que j'étais en réflexion sur ce sujet-là. Donc forcément, j'étais pas dans la même mesure de pouvoir en parler qu'elle. Elle était pas du tout en mesure d'en parler par rapport à moi. Et à ce moment-là, je me suis dit, j'espère que ça va pas la détruire non plus, quoi. Tu vois. Et aussi peur pour elle, du coup, que ça la détruise pas. Et pareil, ce sentiment d'essayer de la protéger malgré tout. Et aujourd'hui, je me dis, oui, c'est quelque chose qui est grave, que je souhaite à personne, mais au fond, par rapport à ce que elle était, ce que moi j'étais, c'est une bêtise d'enfant, c'est tout. Après, c'est sûr que c'est peut-être que je banalise la chose, mais en attendant, en tout cas, c'est comme tu l'as vécu toi. Oui, mais en attendant de banaliser les choses, c'est aussi ce qui permet de les supporter. Oui. Mais faut trouver la juste mesure, parce que trop banaliser, c'est aussi s'empêcher de se ressentir victime, ou de se sentir coupable, enfin bref, tu banalises les choses et du coup, tu ne légitimes pas aussi les sentiments que tu ressens. Et moi, je pense que là-dessus, j'ai été assez honnête envers moi. Ouais, mais je pense que tu sais qu'il y a un temps pour tout. C'est que tu sais, quand tu subis des traumas comme ça, je pense que c'est un réflexe du cerveau. Et en fait, c'est pour te protéger aussi. Parce que finalement, le fait que toi, tu mettes le mot de banaliser, ça peut être aussi le fait de dire j'étais dans le déni. Tu vois. Et je pense qu'il y a des fois où quand tu subis des trucs tellement trop importants émotionnellement pour ta personne, tu te mets un peu des œillères. Et en gros, c'est une façon de dire on verra ça plus tard. Sauf qu'il y a des gens qui savent de façon consciente ou inconsciente que c'est là. Et en fait, ne veulent pas... Parce que des fois, justement, t'as tellement occulté le truc et du coup, ça se fait comment on appelle ça, tu sais, ton cerveau, il a... Oui. Je plus le mot, ça va. Un blackout, quoi, voilà, en gros. Mais c'est ce qui m'est arrivé, voilà. Complètement. Mais sauf qu'un jour ou l'autre, ça te revient quand même dans la gueule. La preuve en est. Voilà. Et en fait, t'as 2 possibilités, t'as 2 chemins. C'est soit, en fait, tu te dis, OK, bon, je crois que c'est le moment, hein, il va falloir... ressortir la merde. Et donc t'as les gens qui au bout de quelques semaines, quelques mois, etc., se disent bon allez c'est bon, allez, toi qui puises les ressources et qui trouvent le courage justement parce qu'ils savent que pour eux ça va faire du mal sur le moment, mais que c'est que pour du bien après et que ça va qu'améliorer, on va dire, la suite des événements, tes relations, enfin peu importe. Mais le problème, c'est que comme on en revient au tout début quand on parlait de ça, c'est qu'il faut avoir le courage de faire ça. Et il y a des gens qui n'en sont pas capables, qui n'y arrivent pas parce que pour un tas de raisons, et on peut pas les blâmer non plus. Mais le problème, c'est que souvent, ça crée des dysfonctionnements et des difficultés avec généralement c'est que c'est en rapport avec les autres. Enfin, tu vois, ça crée des conflits sociaux, je sais pas si on peut dire ça comme ça, mais que ce soit dans les relations amoureuses, amicales, professionnelles, etc. Parce que du coup, les traumas pas réglés, ça ressort et à un moment donné, puis après ça se cristallise dans le corps et puis ça fait que bref. C'est très passionnant comme sujet, on pourrait en parler pendant des heures.
Mais du coup, ce qui est important, c'est toi aujourd'hui. Donc toi, ça t'est arrivé, ça c'est ressorti. Mhm. T'as eu des flashs, etc. Et donc du coup, pendant 2 ans, tu savais que c'était là. Et maintenant, aujourd'hui, enfin, qu'est-ce qui fait que ça va mieux? Comment t'as réussi à, entre guillemets, régler un peu ça? Donc c'est le fait d'avoir parlé avec ta sœur aussi, je pense. Ouais, en fait, vraiment, il y a eu plusieurs phases. Il y a vraiment eu la première phase où ça me ressort un peu. Avant, vraiment, non seulement j'avais vraiment occulté, mon cerveau avait vraiment occulté l'événement, mais il percevait pas aussi tous les comportements un peu étranges que je pouvais avoir. Ils existaient pas, ces comportements, ou ils étaient complètement normaux, tu vois, dans mon cerveau. Et après, vraiment, ça a vraiment été, oui, les premiers rapports que j'ai pu avoir où là, c'est vraiment sorti et je me suis dit, mais là, je sens qu'il se passe quelque chose, qu'en fait, finalement, tout n'est plus si normal que ça. Et je sentais vraiment quelque chose profondément, au plus profond de moi, qu'il y avait des choses qui n'allaient pas et c'est que mes comportements n'étaient pas normaux. Et puis, vraiment, après, les flashs sont venus et donc enfin, en vrai, je savais qu'il y avait quelque chose de cet ordre-là. Je savais vraiment. Et limite, du coup, quand tu sais, mais que tu sais pas vraiment, tu peux t'imaginer pire. Bah oui. Que ce qu'est. Et donc là, ça a été la période la plus dure où vraiment je me sentais mal, sale. Et je me faisais des films de me dire, mais qu'est-ce que c'est qu'est-ce le plus horrible possible, tu vois? Et, euh, et donc ça, c'était compliqué. Après, j'ai commencé à avoir des doutes, justement, par rapport à ces flashs, le fait qu'il y ait la présence de ma mère, de ma sœur dans ces flashs. Je me suis dit, mais ça se trouve, ça vient d'elle. Et je savais pas, tu vois, mais honnêtement, et c'est horrible, mais du coup, je pense que c'est pas étonnant vu la situation, mais j'ai commencé même à douter de ma mère. Et au final, aujourd'hui, je sais au fond de moi que c'est pas elle. Mais tu vois, ce que ça me renvoyait, c'était avec elle, que c'était le moins naturel, que j'avais le plus de mal. Mais voilà, je pense que c'est l'inconscient qui dit oui, c'était la figure maternelle, c'est elle qui aurait dû te protéger, c'est elle que machin, c'est elle qui a vu, c'est sûrement ça. Mais et voilà, et du coup, à ce moment-là, quand j'avais ces deux figures-là qui venaient et que je me suis dit, c'est peut-être un élément de réponse, mais j'avais vraiment très peur. Et là, j'avais autant peur que ce que j'étais en colère, parce que c'était plus seulement un dégoût vis-à-vis de ma personne, de me dire il m'est arrivé quelque chose, et voilà. Mais c'était aussi un dégoût de ma propre famille, de me dire mais finalement ils sont pas, c'est pas ça en fait. Toutes mes relations, qui pour moi la famille est quand même super importante. Je pense, enfin. Pour moi, je pense que c'est aussi la sphère la plus importante. Alors, pour trouver un équilibre, il faut aussi autre chose. Mais c'est pas des personnes que je suis en capacité de renier. Et du coup, je me suis dit, mais comment c'est possible? Comment je peux vivre avec ça? Et j'avais une colère. J'avais vraiment peur, terrorisée par rapport à la réponse que je pouvais trouver. Et une colère envers eux. Et je pense que là, ça a été vraiment la phase la plus compliquée. Et puis ensuite, j'ai commencé à me dire, et maintenant, ça peut pas être pire que ce que tu projettes, pire que ce que tu t'imagines. Donc maintenant, t'essayes de démêler, t'essayes d'avancer, de faire les choses pour toi, d'analyser qu'est-ce qui est juste, qu'est-ce qui est pas juste. Parce que du coup, là, à ce moment-là, je m'étais vraiment renfermée et je limitais le plus possible mes appels, mes retours à la famille. Parce que je savais pas si c'était sain, je savais plus quel comportement adapter, en fait. Ouais, carrément. Et après, vu qu'on était, malgré tout, que la famille, c'était quand même quelque chose de très quotidien et qu'on se retrouvait quotidiennement, j'y allais quand même. Mais je le limitais par rapport à avant. Et en fait, au fur et à mesure de réfléchir, d'analyser toutes les options, de me dire, oui, mais c'est vraiment cruel de vraiment un coup me positionner complètement en tant que complètement en tant que victime. Enfin, je le suis dans l'histoire. Je dis pas le contraire. Mais de vraiment, on va dire, mettre la personne coupable sur un pied de tes bourreaux et un coup de dire oui, mais c'est pas de sa faute. Enfin, j'ai essayé de voir un peu toutes les choses possibles. Et après, je me suis dit bon, voilà,
J'ai analysé toutes les choses possibles. Je ne sais pas laquelle de ces options est la réalité puisque je ne sais pas vraiment l'événement en tant que tel. Et ensuite, ensuite, je l'ai accepté, vécu comme ça, et au fur et à mesure du temps, j'ai réussi aussi à en parler, parce qu'en fait, ça arrive à beaucoup de personnes, finalement. Oui. Et quand d'autres personnes se livraient à moi et m'en parlaient, ça m'était déjà arrivé avant qu'on m'en parle, mais je m'étais pas identifiée ou j'avais pas été en capacité de le dire. Et là, je me rendais compte que en fait, j'étais tellement devenue plus au clair et que j'avais accepté ce qui m'était arrivé, surtout le fait d'accepter et de conscientiser ce qui t'est arrivé et que ça ne te définit pas entièrement aussi. Parce que moi, au début, c'était vraiment ça. C'est au-delà de tout ça, je me suis dit mais c'est tellement gros, ça prend toute la place et je ne suis plus que ça. Je ne suis plus que ce traumatisme et je n'existe. Enfin, il n'y a plus la place pour autre chose. Je ne suis que ça. Ça m'avait vraiment fait peur. Et après, le fait de l'accepter. J'avais peur que pareil, en le disant aux autres, tu deviennes que ça aussi à leurs yeux. Et après, en fait, quand tu l'acceptes et que t'en parles avec des gens à qui c'est aussi arrivé il y a longtemps et qui sont aussi dans cette phase, et ben en fait, là, j'ai commencé à réussir à en parler. Et après, tu vois, maintenant, j'en parle facilement. Enfin, facilement, ça dépend avec qui, bien sûr. Mais c'est quelque chose qui est beaucoup moins tabou. Alors bien sûr, ça dépend parce que c'est quelque chose qui restera tabou et que je ne souhaite pas aborder avec ma famille. Parce que au-delà de ce que moi je vais leur envoyer, en fait, ça les concerne à proprement parler eux. Bah oui. C'est ça le problème. Peut-être que j'y aurais arrivé si c'était vraiment quelqu'un d'extérieur, parce que je sais que je leur ferais presque pas de mal. Alors que là, j'aurais vraiment le sentiment de leur faire du mal, de leur dire. Ouais, je vois. Et donc voilà, ça m'a aidé de réussir à en parler. Et après, il y a eu vraiment cet élément final, quelques temps plus tard, où voilà, ma sœur est venue me voir et en me le disant. Et là, ça t'a libérée. Et en fait, ouais, je me souviens que c'était super dur pour elle parce qu'elle en a jamais parlé. Elle a pleuré. Et moi, sur ce moment-là, vraiment, je me suis sentie, mais plus légère, mais dès l'instant T. Bah ouais. Et je me suis dit, ouais, c'est dingue. Et c'est pour ça c'est là où je me suis dit, mais en fait, vraiment, finalement, je lui en veux pas. Et j'ai ma réponse parmi toutes les possibilités d'interprétation que je m'étais faites. J'ai ma réponse, je lui en veux pas. Et maintenant, et j'ai aussi la réponse de pourquoi elle, dans son processus, comment elle en est arrivée là. Qu'est-ce qu'elle a pu vivre et qu'est-ce qui s'est passé aussi. Qu'est-ce qui s'est passé, l'événement en lui-même, tu vois. Mais c'est super chouette que vous ayez pu en parler parce qu'il y a des gens qui meurent et qui n'en parlent jamais. Oui, mais je pense elle m'a dit, quand elle est arrivée vers moi, en pleurs, elle m'a dit, j'en parlerai là, mais j'en reparlerai plus jamais. Donc, ce qu'il faut dire, tu le dis. Moi, je dirai ce que j'arrive à dire et on s'arrêtera là. Ok. Et à des moments, maintenant ça va, mais à des moments vraiment, parce que du coup, elle aussi, c'est là où j'en étais persuadée. Elle aussi, je le voyais bien, vu qu'on était assez proches à un moment donné et tout. Je voyais bien qu'elle aussi, dans ses relations, elle y arrivait pas, en fait. Bah, elle arrivait, et ça se passait pas. Et du coup, plusieurs fois, j'ai eu envie de lui dire, avant même qu'elle se confie à moi, de lui dire, écoute, de l'amener à se questionner sur, écoute, t'as peut-être vécu quelque chose qui fait que aussi, t'arrives pas à, et le fait qu'on se questionne, enfin, qu'on ait parlé ensemble, elle a rencontré quelqu'un avec qui ça se passait super bien, mais malgré tout, elle rencontrait des questionnements, tu vois. Et vraiment, et moi, j'étais partagée entre, elle m'a dit qu'elle voulait plus du tout en reparler, mais moi, je sais que ça a été un travail énorme pour l'accepter, et juste si elle le cache au fond d'elle, ça va peut-être pas arranger les choses. Et j'ai hésité entre respecter son choix et essayer de ramener le sujet pour le travailler, pour qu'elle arrive aussi à avancer. Et après, je me suis dit, après tout, c'est pas ma place. Puis c'est pas ton combat, hein. Et puis, faut que ça vienne d'elle. Bah ouais. Et puis, tu peux pas la forcer, hein. Donc voilà. Et puis aujourd'hui, je suis bien mieux avec ça. Et maintenant, c'est moi qui essaye de faire avancer les choses de mon côté par rapport à mes relations amoureuses. Pour essayer que les choses avancent, pour essayer de réussir à me projeter, chose que j'ai jamais réussi. Parce que j'arrivais pas à m'investir dès que soit j'allais vers les personnes qui je savais pouvaient pas me correspondre, soit les personnes qui pourraient me correspondre
N'était pas je me disponible. sauvais. Ah oui, Non, tu je me sauvais. sauvais. Je me sauvais, ça me faisait trop peur. Peut-être que le fait de partager quelque chose de fort avec quelqu'un, de donner ma confiance, j'avais trop peur qu'il me trahisse par quelqu'un de proche. Enfin, c'est le lien que je peux essayer, que je peux faire. Ouais. Peut-être que je me trompe, mais c'est l'analyse que je peux en faire. Et voilà, aujourd'hui, j'essaye de me projeter. Mais c'est pas toujours évident. Oui, mais c'est déjà génial, t'as fait un chemin hyper grand. Oui. Enfin, vraiment, c'est trop chouette. Tu peux être fière de toi. Je le suis. C'est Franchement, bien. je le suis et je le suis dans le sens où je vois que j'évolue et que j'arrive à avancer. Ouais. Vraiment. Et à un moment, j'ai eu très peur parce que justement, comme beaucoup, qu'est-ce que ça renvoie le fait d'aller voir un psy, c'est de se dire, pour beaucoup, c'est de se dire, je vais être patient. Si je suis patient, je suis malade. Et ça a été très compliqué, alors que d'ailleurs mon travail dans le social, c'est aussi d'amener les gens à l'accepter. C'est ça. Et donc je conçois tout le sens et l'intérêt que ça a, mais j'arrivais pas à l'accepter pour moi-même. Après, c'était aussi quelques années en arrière. Et moi, j'ai eu très peur de pas réussir à m'en sortir sans faire ce pas, sans aller voir de psy. Et en même temps, c'était intolérable parce que ça m'enfermait vraiment pour moi à ce moment-là, dans le fait de me dire, j'ai choisi mon camp, je suis juste la victime face à un bourreau. Ouais. Et ça, j'avais vraiment peur. Et en même temps, j'avais peur de pas réussir à m'en sortir toute seule. Et au final, voilà, j'ai réussi malgré tout à prendre le temps avec moi-même, mais pas juste de le planquer dans un coin, tu vois. Je pense que c'est aussi mon tempérament de vouloir questionner les choses, d'essayer de m'analyser moi-même, etc. Et du coup, aujourd'hui, ça va beaucoup mieux. Et peut-être que j'irai quand même voir le psy à un moment donné. Mais d'ailleurs, c'est marrant parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce que tu fais comme est-ce que t'as toujours le même discours par rapport au psy? Parce que là, au final, ce qu'on fait là, enfin, je veux dire, c'est ni plus ni moins discuter, comme tu pourrais le faire avec un psy. Complètement. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai pu l'appréhender. Enfin, si, dans un sens, si. En fait, j'ai jamais été contre les psys, mais c'était juste à l'encontre de ma personne, ça me provoquait ce que je peux comprendre des autres, tu vois. Même si j'ai des arguments concrets à leur apporter. Mais quand ça te concerne toi, t'arrives pas forcément à faire le pas. Et aujourd'hui, j'ai eu cette étape aussi de me dire, maintenant que j'ai plus peur d'y aller et que je diabolise plus ce fait-là et que j'ai plus peur d'être malade si j'y vais, pourquoi j'y vais pas? Je dis, ça serait peut-être le moment du coup de me lancer et d'y aller. Et du coup, je me dis, ouais, pourquoi me reconfronter à tout ça alors que je vais bien? Et du coup, j'y étais pas allée, etc. Et puis voilà, et puis les choses passent. Mais maintenant, je me rends compte que vu que j'en parle facilement, ça pourrait être un exercice moins compliqué pour moi. Et voilà, mais je trouve toujours des excuses malgré tout pour pas y aller. Moi, j'ai quand même envie de dire quelque chose par rapport à ça. Vas-y. Par rapport justement aux psychologues. Bon, je ne suis pas psychologue, mais j'en ai vu quand même quelques-uns dans ma vie. Et c'est vrai que je vais parler de la France, de ce pays en l'occurrence, puisque j'y habite et j'y suis née. Mais on est quand même dans un pays, même si ça commence à aller mieux, la santé mentale quand même commence à être un sujet qui est pris quand même en compte et qui voilà. Mais c'est quand même toujours assez tabou. Et en fait, les psychologues sont... En fait, je pense qu'il faut y aller déjà quand on ressent le besoin et si t'en as envie. On pourra jamais forcer quelqu'un à aller voir un psychologue. Mais moi, je vois pas ça comme... pour moi, psychologue, en fait, tout le monde pourrait en voir un toute sa vie. Ah bah oui. Mais même en ayant l'impression que la personne va bien ou même en allant bien. Parce qu'en fait, le fait de dire « je vais bien », c'est aussi hyper subjectif. Parce que tu vois, on peut dire « je vais bien », un moment de sa vie où de l'extérieur, ça va hyper mal en fait. Ah bah oui. Donc au final, je veux dire, c'est quoi vraiment aller bien? Et je veux dire, tu vois, il y a vraiment des gens, je te dis, qui voient des psys pendant des années, alors que foncièrement, à l'intérieur d'eux, t'as pas besoin d'être éclaté niveau émotionnel et d'être au bout de ta vie pour aller voir un psy. Faut bien, les gens, faut bien que vous mettiez ça dans la tête, tu vois. Mais je l'ai en tête, mais oui. Autant, et c'est ce que je conseille aux gens autour de moi. Et du coup, c'est aussi pour ça que, parce que pour moi, la parole fait du bien. Ouais. Et vraiment, j'en suis convaincue. Et c'est pour ça que je fais ce podcast aussi. Et c'est pour ça, pour moi, c'est hyper important de
de discuter. Alors moi, les gens que j'invite sur mon podcast, comme toi, j'oblige personne à venir. Hein. Je veux dire, on est bien d'accord que vous ne pensiez pas que voilà, hein, je ne signe pas, je ne donne pas de l'argent. Mais dans le sens où pour moi, c'est vraiment faire comprendre que, parce qu'en fait, juste des fois, le mot psychologue, ça fait peur. Alors qu'en fait, il y a des gens comme toi qui adorent discuter et qui ont aucun problème avec ça. Tu vois ce que je veux dire? Et donc en fait, faut pas alors je dis faut pas, je suis vachement non, mais j'ai pas envie d'être dans ce truc de tu sais il faut pas machin, mais chacun fait comme il veut, mais je veux dire par là c'est que ça fait du bien, que après bon, ça pourrait être un énorme sujet les psychologues, parce qu'il y a des bons, des mauvais, mais c'est comme tous les médecins, j'ai envie de te dire, il faut trouver chaussure à son pied, mais voilà, en tout cas, pas obligé forcément d'aller voir un psy, mais juste parler, discuter comme on le fait là, parce que ça fait du bien, avec quelqu'un avec qui tu te sens en confiance, et parce que ça peut débloquer des choses, et puis que peut-être, suite à cet épisode-là, il y a peut-être des personnes qui vont se dire, ah mais finalement, en fait, oui, j'ai besoin d'aller voir quelqu'un. Tu vois? Mais oui. C'est juste le fait de parler et de verbaliser. Je pense que pour moi, ça fait du bien, et ça permet aussi de décristalliser un peu tout ce qui est dans ton corps. Et voilà, enfin ouais. Bah en tout cas, je suis complètement d'accord avec toi, et vraiment encore une fois ça renvoie au moment où je me suis dit mais va falloir que je fasse ce pas, va falloir que j'aille voir quelqu'un. Et bon, j'ai réussi à m'en sortir sans, mais je pense que c'était pas évident, et ça c'est suivant le tempérament en fait. Si tu te questionnes pas toi-même, parce que c'est hyper facile de se dire, enfin facile oui et non, mais de se dire je mets ça dans le coin, coin, et je n'y retouche plus jamais. Et j'aurais pu le faire, et là je m'en serais pas sortie, je pense, concrètement. Ce qui m'a sauvée, c'est d'avoir des débats avec moi-même, de me parler toute seule, d'analyser toute seule ce que je vis, et de perpétuellement leur questionner. Et l'étape suivante, ça a été de le verbaliser. Dans un premier temps avec des amis. La première fois que j'ai dit, je me suis fait, j'avais l'impression de dire quelque chose, de lancer une bombe atomique. Ouais. Et en fait, bon, après j'ai lancé à quelqu'un qui venait partiellement de me dire la même chose, tu vois. Mais de moi, c'était un truc énorme de le lâcher. Et en fait, ça fait tellement partie du processus que c'est hyper important. Et en fait, au fur et à mesure que j'ai réussi à en discuter, etc., et en fait, maintenant, juste, je l'ai accepté. Parce qu'au début, tu le dis, la première fois que tu le dis, bon, tu l'as forcément dans un sens un peu accepté si t'arrives à le dire. Mais ça c'est une bombe émotionnelle. Et en fait, au fur et à mesure que t'arrives à en discuter, comme aujourd'hui, tu vois, j'en parle librement. Enfin, c'est pas hyper, tiens, je vais aller jeter mon pain, j'en parle à la boulangère, bien sûr. Mais, ça fait partie du jeu, et je pense que, en fait, plus t'en parles, plus ça t'aide à accepter les choses complètement. Et aussi, tout simplement, d'être au clair avec soi-même. Ouais. Parce que verbaliser et mettre des mots, c'est mettre aussi des mots sur ce que tu ressens, et savoir, du coup, les identifier. Tu peux pas le faire. Tu peux pas verbaliser quelque chose tant que tu le sais pas. Et du coup, je pense que c'est le step final, en fait, de verbaliser. D'où l'intérêt d'aller voir un psychologue. Ou d'avoir des proches vraiment sur qui tu peux compter, à qui tu peux vraiment discuter. Parce que suivant après les traumas, suivant ce qui t'est arrivé, t'es pas forcément obligé d'aller voir un psychologue. J'ai pas envie de faire, tu sais, comme on dit, la promo des psys, tu vois, encore une fois. Mais oui, mais ceci dit, ça dépend du oui, c'est différent, quoi. Moi, j'ai travaillé beaucoup avec des psychologues dans le cadre de mon travail, et en fait, c'est juste des humains. Mais oui, mais évidemment. Et en fait, ils vont t'apporter, on va discuter comme là on discute, sauf que c'est pas ton ami, et limite des fois c'est d'ailleurs presque plus rassurant de le dire à des gens que tu vas pas recroiser. Oui. Mais moi c'est plus dans le rôle médecin patient, tu vois, que j'ai eu plus de mal moi de mon côté à titre personnel, mais à titre professionnel et à regard aussi extérieur, tout simplement objectif, c'est des gens, des humains juste à qui tu vas pouvoir parler. Sans être jugé, parce qu'ils ne te connaissent pas, en plus d'ailleurs. Et de deux, si toi, t'as pas la capacité de remettre en question plein de choses et d'analyser les choses, ils vont te guider pour le faire. Et du coup, c'est juste un plus, quoi. Mais évidemment. Mais un deuxième point que je n'ai pas raconté, mais qui fera carrément l'objet d'un deuxième podcast, si tu veux, c'est le travail et le burn-out. Oui. Voilà. Mais en fait, il y a beaucoup trop de choses à dire. Voilà. Mais du coup, c'était déjà, mais on en fera d'autres.
Carrément. Non, mais oui, là, on va s'arrêter. Ouais. Faut que les gens reposent leurs oreilles. Merci beaucoup De rien. d'avoir partagé tout ça. C'est des sujets qui sont pas évidents à évoquer. Et merci beaucoup en tout cas de t'être prêté au jeu et de t'être dévoilé et d'avoir dit tout ça. Merci à C'est- toi d'avoir offert l'espace de parole pour. Mais c'est normal. C'est avec un énorme plaisir, comme à chaque fois, de toute façon. Et voilà, pour moi, ça fait du bien. Et c'était un plaisir de t'écouter. De t'écouter encore. Oh. Bah écoute, à bientôt. À bientôt. Merci. Bisous, bisous. De rien. Bisous. Merci à toi qui as décidé de venir échanger et témoigner en anonymat. Je le précise ici, non pas pour justifier le fait que son prénom ne soit pas divulgué, mais plutôt pour expliquer que cela est possible de le faire ainsi. Donc merci encore de t'être livré sur des sujets difficiles et d'avoir joué le jeu en creusant pour apporter une réflexion profonde afin d'être la plus authentique et précise possible. Tu démontres que parler est libérateur et que c'est un déclencheur pour aller mieux. Donc merci beaucoup encore. Si le podcast vous a plu, n'hésitez pas à le noter, à donner un avis et le partager. C'est une aide précieuse pour le référencement du podcast et ça donne envie à d'autres personnes de l'écouter. Et vous pouvez également me rejoindre sur Instagram pour être au courant de l'actu du podcast où j'y partage d'autres histoires. Autrement, nous, on se retrouve la semaine prochaine dans un autre épisode. Je vous embrasse très fort et surtout, prenez soin de vous. Bisous, bisous.